subitement dans une maison de fous. Pourtant, à force de volonté, il put encore sourire et dire « Mais certainement, certainement !» Les maîtres d'hôtel achevaient de passer quelque chose qui ressemblait à un jambon, et d'où s'échappaient dans un flot de crème jaune des cerises pareilles à des larves rouges. Quant à la comtesse Fergus, à demi pâmée, elle était déjà partie pour les régions extraterrestres. Kimberly commença. Frédéric Ossian Pingleton et son ami John Giotto Farfadetti achevaient dans l'atelier commun la tâche quotidienne. L'un était le grand peintre, l'autre le grand poète. Le premier court et replet, le second maigre et long. Tous les deux également vêtus de robes de bure, également coiffés de bonnets florentins, tous les deux également neurasthéniques, car ils avaient, dans des corps différents, des âmes pareilles et des esprits lilialement jumeaux. John Giotto Farfadetti chantait en ses vers les merveilleux symboles que son ami Frédéric Ossian Pingleton peignait sur ses toiles, si bien que la gloire du poète était inséparable de celle du peintre et qu'on avait fini par confondre les deux œuvres et leurs deux immortels génies dans une même adoration. Kimberley prit un temps. Le silence était religieux. Quelque chose de sacré planait au-dessus de la table. Il poursuivit. Le jour baissait. Un crépuscule très doux enveloppait l'atelier d'une pâleur d'ombre fluide et lunaire. À peine si l'on distinguait encore, sur les murs mauves, les longues, les souples, les ondulantes algues d'or qui semblaient remuer sous la vibration d'on ne savait quelle eau magique et profonde. John Giotto Farfadetti referma l'espèce d'antiphonaire sur le vélin duquel, avec un roseau de Perse, il écrivait, il burinait plutôt ses éternels poèmes. Frédéric Ossian Pingleton retourna contre une draperie son chevalet en forme de lyre, posa sur un meuble fragile sa palette en forme de harpe, et tous les deux, en face l'un de l'autre, ils s'étendirent, avec des poses augustes et fatiguées, sur une triple rangée de coussins couleur de fucus au fond de la mer. « Hum !» fit madame Tiercelet dans une petite toux avertisseuse. « Non, pas du tout, rassura Kimberly. Ce n'est pas ce que vous pensez. » Et il continua. Au centre de l'atelier, d'un bassin de marbre où baignaient des pétales de rose, un parfum violent montait. Et sur une petite table, des narcisses à très longues tiges mouraient, comme des âmes, dans un vase étroit, dont le col s'ouvrait en calice de lys, étrangement vert et pervers. « Inoubliable !» frissonna la comtesse d'une voix si basse qu'on l'entendit à peine. Et Kimberley, sans s'arrêter, narrait toujours. Au dehors, la rue se faisait plus silencieuse, parce que déserte. De la Tamise venaient, assourdies par la distance, les voix éperdues des sirènes, les voix haletantes des chaudières marines. C'était l'heure où les deux amis, en proie au songe, se taisaient ineffablement. « Oh, je les vois si bien !» admira madame Tiercelet. « Et c'est ineffablement, comme il est évocateur !» applaudit la comtesse Fergus. « Est tellement pur !» Kimberly profita de ces interruptions flatteuses pour avaler une gorgée de champagne. Puis, sentant autour de lui plus d'attention passionnée, il répéta. « Se taisait ineffablement. Mais ce soir-là, John Giotto Farfadetti murmura « J'ai dans le cœur une fleur empoisonnée. » À quoi Frédéric Ossian Pingleton répondit « Ce soir, un oiseau triste a chanté dans mon cœur. » L'atelier parut s'émouvoir de cet insolite colloque. Sur le mur mauve qui de plus en plus se décolorait, des algues d'or s'éployèrent, on eût dit se rétrécir, s'éployèrent, se rétrécir encore, selon des rythmes nouveaux d'une ondulation inhabituelle, car il est certain que l'âme des hommes communique à l'âme des choses, ses troubles, ses passions, ses ferveurs, ses péchés, sa vie. « Comme c'est vrai !»
Ce cri sorti de plusieurs bouches n'empêcha point Kimberly de poursuivre un récit qui désormais allait se dérouler dans l'émotion silencieuse des auditeurs. Sa voix devint seulement plus mystérieuse. Cette minute de silence fut poignante et tragique. « Oh, mon ami, supplia John Giotto Farfadetti, toi qui m'as tout donné, toi de qui l'âme est si merveilleusement jumelle de la mienne, il faut que tu me donnes quelque chose de toi que je n'ai pas eu encore et dont je meurs de ne l'avoir point. »« Est-ce donc ma vie que tu demandes ?» interrogea le peintre. « Elle est à toi, tu peux la prendre. »« Non, ce n'est pas ta vie, c'est plus que ta vie, ta femme. »« Botticellina » cria le poète. « Oui, Botticellina, Botticellinetta, la chair de ta chair, l'âme de ton âme, le rêve de ton rêve, le sommeil magique de tes douleurs. Botticellina, hélas, hélas, cela devait arriver. Tu t'es noyé en elle, elle s'est noyée en toi, comme dans un lac sans fond sous la lune. Hélas, hélas, cela devait arriver. » Deux larmes phosphorescentes dans la pénombre coulèrent des yeux du peintre, et le poète répondit « Écoute-moi, ô mon ami, j'aime Botticellina, et Botticellina m'aime, et nous mourrons tous les deux de nous aimer, et de ne pas oser nous le dire, et de ne pas oser nous joindre. Nous sommes, elle et moi, deux tronçons anciennement séparés d'un même être vivant qui, depuis 2000 ans peut-être, se cherche, s'appelle et se retrouve enfin aujourd'hui. Oh, mon cher Pingleton, la vie inconnue a de ces fatalités étranges, terribles et délicieuses. Fut-il jamais un plus splendide poème que celui que nous vivons ce soir ? » Mais le peintre répétait toujours d'une voix de plus en plus douloureuse ce cri « Botticellina, Botticellina !» Il se leva de la triple rangée de coussins sur laquelle il était étendu et marcha dans l'atelier, fiévreusement. Après quelques minutes d'anxieuse agitation, il dit « Botticellina était mienne. Faudra-t-il donc qu'elle soit désormais tienne ? Elle sera nôtre !» répliqua le poète impérieusement. Car Dieu t'a élu pour être le point de suture de cette âme étronçonnée qui elle et qui est elle et qui est moi. Sinon, Botticellina possède la perle magique qui dissipe les sons